merci à René parti. Ah, René là-bas. René va m'interrompre. Merci à René et à Madame Dategrin pour l'excellence de leurs propos. Et je suis toujours un peu gêné de parler après des grands scientifiques qui ont bien découpé, bien essayé d'expliquer comment tout ça fonctionne. Et je vais essayer de vous parler un peu de choses beaucoup moins scientifiques, mais beaucoup plus terre à terre. C'est comment on gère l'interruption de tâches dans un milieu qui est lié aéronautique. Alors par rapport aux questions qu'on a dites ce matin, il y a une première qui était sur multitâches. Oui, les routines. Je prends un exemple, je ne vais pas voulu intervenir parce que c'était trop intéressant ce que j'ai pu entendre, j'ai appris beaucoup de choses. C'est quand on descend un escalier, quand on marche, eh bien on fait un truc qui est très très compliqué. Regardez un enfant qui veut apprendre à marcher, il va apprendre un mécanisme cognitif qui est d'une très très grande complexité, et vous, quand aujourd'hui vous êtes venu ici, personne n'a fait attention que l'on a sorti de votre voiture, vous êtes venu ici en marchant, en montant les escaliers, en descendant les marches, et on fait ça de manière complètement automatique, et là on est bien dans une technique de routine. Et on fait des tas de choses, on parlait ce matin de multitâches, on est capable, alors je ne sais pas si le métabolisme du cerveau sert à la digestion, je veux dire, à des tas d'organismes qui fonctionnent, la circulation du sang, le cœur, le machin, ça on le fait aussi en même temps qu'on marche, on est capable de parler, et j'ai toujours été bluffé par, là je parle en tant qu'ingénieur, je suis ingénieur de formation, quelqu'un qui descend des marches en portant une grande potiche chinoise, sans rang et sans se casser la figure, mais si c'était un robot qui fasse ça, vous allez voir la très 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 grande complexité de l'opération de descendre des marches, en regardant bien, sans tomber, sans glisser, en tenant la potiche, en étant capable de discuter et d'avoir des interruptions de tâches. Deuxième chose, c'était sur l'histoire de l'interruption de tâches, sur le multitâche, c'est toujours intéressant. J'ai toujours été surpris, c'est qu'au Cirque du Soleil, on voit beaucoup de choses, d'accord. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout voir. Ça c'est extraordinaire, c'est comme ça que le Cirque du Soleil fonctionne, avec des costumes extraordinaires, de la musique, il y a plusieurs artistes qui passent en même temps, et après on peut aussi préférer Bertolt Brecht, où là il y a un acteur, il y a une scène complètement dépouillée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on soit aussi attentif des deux côtés. Bon. Ça c'est notre problème, cette difficulté. Alors c'est également sur l'acquisition, on va également en acquisition des routines extrêmement vite. Je discutais l'autre jour avec le général qui est en responsabilité de la patrouille de France, là ils font des sélections. Tous les ans, tous les X mois, ils récupèrent un certain nombre de pilotes pour rejoindre la patrouille de France. Et il me disait d'ailleurs qu'il était très cocasse, qu'il y avait 3 réactions, toujours les mêmes, avec les nouveaux pilotes qui arrivent à la patrouille de France. La première, c'est formidable, donc alors, pour eux, ils sont très contents, ils ont été sélectionnés, ils vont faire partie de la patrouille de France, ils savent déjà piloter des avions, faire des tas de choses, et puis on leur fait un vol. Alors ils font un vol, bien sûr, pour un peu les écœurer quelque part, pour leur montrer aussi qu'ils savent faire. Et donc ils sortent du vol complètement bluffés, en disant mais je ne vais jamais y arriver. D'accord. Il y a 2 trucs qu'ils disent. D'abord, ils sont complètement fous, donc, parce que forcément, le pilote a fait un peu de démonstration un peu exceptionnelle. 2, je ne vais jamais y arriver. Et la troisième réaction, c'est j'ai envie d'apprendre. C'est ça qui est rigolo. Des fois, il dit je ne vais pas y arriver. Il va faire quelques séances d'entraînement et il va devenir pilote de la patrouille de France comme tous les autres. Donc, en ayant, bien sûr, développé des routines et des tas de savoir-faire. Dans la distraction, oui, il faut savoir. La distraction de tâches, on a parlé de l'important de la distraction de tâches. Je vais parler plutôt de la gestion. La gestion de l'interruption de tâches, je vais vous faire un cours. Je vais faire une présentation. Tous les professeurs, tous les enseignants, et j'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà retrouvé ici à cette place devant un tableau, devant un auditoire. Eh bien, si on veut éviter que les cerveaux aillent trop vers le Cirque du Soleil, ou vers les vacances, ou vers la feuille de paye, eh bien, il y a des tas de techniques qu'on utilise. Il y a la variation de voix, on bouge, on change de support. Je suis directeur de l'École centrale de Lyon, il y a un mot magique, on leur dit t'entends micro-test. On met tout le monde sur la veille, donc là, il y a le quitte Facebook, et hop, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des tas de techniques pour essayer justement de ramener l'attention. Attention, oui, si je fais un cours, qu'est-ce que je fais pour que ça puisse revenir? Alors également, il y a des endroits qui sont importants. La rupture, c'est l'interruption de tâche, oui, elle est nécessaire, mais attention, il y a des endroits elle est très dangereuses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des séquences, et le cerveau le fait très très bien d'ailleurs, il y a des moments dans la vie où on fait attention, et on va mettre davantage de ressources, et on va éliminer tout ce qui pourrait éventuellement venir nous déranger. Quand la lionne court après sa proie, je peux vous dire que pour la distraire, il faut arriver à beaucoup d'énergie. D'accord. Quand elle a un focus sur sa proie, là, il n'y a pas beaucoup de choses qui va la déranger. Si vous faites un coup de feu, là, peut-être qu'elle va déranger, et là, il y a des chances que la proie soit disparue. Alors, l'apprentissage, c'est intéressant aussi, c'est qu'on peut apprendre des choses intéressantes. Je peux parler des marches, on est capable de descendre des marches d'escalier.
Mais je ne sais pas si c'est vrai, j'ai appris la semaine dernière que la muraille de Chine, toutes les marches elles sont de taille différente. Il paraît que c'est très très compliqué de marcher là-dessus. Sauf que quand on est chinois, à l'époque où il y avait la muraille de Chine, on connaissait toutes les marches par cœur, et le cerveau qui sait marcher à ce moment sur des trucs complètement différents, pour l'ennemi qui se retrouve sur la muraille de Chine, il sait pas faire, et il va perdre énormément d'énergie. Donc votre cerveau à vous, qui est un chinois qui court sur la muraille de Chine, il a mémorisé que toutes les variations de marche, et vous, il vous suffit que dans n'importe quel escalier, qu'on fasse une blague, qu'on fasse une marche ou plus haute ou plus petite, que vous allez avoir votre palpitant qui va être complètement surpris parce que on ne s'y attend pas. D'accord, nous, le cerveau dit que toutes les marches sont exactement de la même hauteur. Alors, si je reviens 2 minutes sur les bonnes sécurités, je vais vous montrer un tout petit peu de 2-3 choses sur comment on peut gérer certaines réflexions. Alors je ne connais pas tout, mais quelques cas intéressants. C'est l'accident de Tenerife. L'accident de Tenerife, qui n'est pas tout à fait un problème d'interruption de tâche, qui est un vrai problème de communication, mais qui est intéressant de montrer quel était, par rapport à un travail de recherche, ce qui est intéressant peut-être de mettre en place comme réflexion. Le 27 mars 1977, deux 747 vont se percuter au sol, donc un 747 de la KLM, un 747 de la Pan Am. C'est absolument un accident qui est absolument intéressant à étudier. Donc les deux avions sont posés à Tenerife et non pas à Las Palmas qui était fermé pour alerte à la bombe. Le brouillard est tombé, toute l'histoire est un petit peu longue, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux avions, un brouillard et tout va se passer en communication, et l'avion va être remonté sur piste, il y a toujours l'avion qui est au sol, et l'avion va décoller alors que l'avion est toujours sur la piste, n'a pas quitté la piste, l'autre avion, et les deux avions vont se percuter, ça passe 583 victimes. Alors, la démarche intellectuelle est intéressante, c'est que premièrement, dans les compagnies aériennes, on dit mais oui, mais ça c'est très très grave, et nous ça ne nous arrivera jamais. Première réaction, c'est que alors, il y a un petit bout d'interruption de tâche, mais c'est intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on appelle l'incursion sur piste, c'est-à-dire qu'un autre avion est sur la piste, où vous pénétrez quand vous voulez décoller ou atterrir, c'est un avion qui n'a pas quitté la piste ou qui pénètre sur la piste alors que vous souhaitez atterrir, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, première réaction, non, c'est pas pour nous. Et ça, on le fait tous dans nos erreurs. Dans les erreurs, quand on lit les erreurs, on se dit, mais moi, ce truc-là, ça ne va pas m'arriver. D'ailleurs, quand on prend sa voiture, moi, je suis patron du supersonique du Concorde. Le Concorde, ça fait 113 morts. Eh bien, quand vous prenez votre voiture, en France, il y a 4000 morts sur les routes de France, c'est l'équivalent de 40 Concorde qui se crachent sur les routes de France. Et pourtant, quand on prend sa voiture, on ne pense pas qu'on prend un risque. Donc ça, cet accident, ce n'est pas pour nous. D'accord. L'accident aujourd'hui à Lyon, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être très certainement, peut-être 2 ou 3 accidents plus de 2 ou 3 accidents d'automobile, et peut-être qu'il y aura 1 ou 2 victimes, là, c'est aujourd'hui à Lyon, sur les routes autour de Lyon ou à Lyon. Donc on ne se sent pas concerné. Première réaction, on ne se sent pas concerné. Donc on évolue, donc on est en 77, et un petit peu plus tard, la compagnie Air France a mis en place, c'est intéressant, le retour d'expérience avec la charte de non-punition, c'est-à-dire déclarer un petit peu vos événements. Et là, on va arriver des accidents et des incidents qui sont liés à des incursions sur piste. C'est-à-dire que j'ai failli rentrer sur la piste. D'accord, je ne suis pas arrivé sur la piste, mais j'ai failli, ou j'ai des fois été un petit peu encore sur la piste pendant que l'avion est en train de se poser. Donc là, déjà, on a ce truc que ça ne peut pas nous arriver, sauf que vous commencez à recevoir des signaux en disant attention, il y a effectivement des soucis. Et donc, on commence à travailler sur la BPS, et je vais des BPS qui est liée à l'interruption de tâche, c'est celle-ci. Donc là, on avait à Roissy, donc on peut entendre un avion prêt au décollage, c'est la piste de Roissy que vous reconnaissez. Donc l'avion pénètre. Ah, vous ne connaissez pas Roissy, vous connaissez que Saint-Exupéry, ça peut le faire aussi. Alors là, par contre, oui, attendez, donc la tour, c'est un exemple classique, mais c'est le problème aussi. Dans l'accident de Tenerife, il y a des gros problèmes d'ailleurs de communication et liés. Suite à cet accident, il y a eu un énorme travail de fait sur la normalisation du vocabulaire et sur la manière de dire les choses. Là, attendez de vous aligner. Donc l'avion est ici, doit pénétrer sur la piste pour décoller. Donc l'avion est prêt à rentrer, parce que vous avez tous pris l'avion, vous voyez bien que de temps en temps, on attend en bout de piste. Et le pilote entend non pas attendez de vous aligner, mais il comprend, l'équipage, il comprend autorisé à vous aligner. C'est complètement différent entre attendez pour vous aligner et autorisé à vous aligner, qui est un petit peu une des raisons de l'accident de Tenerife. Mais il y a beaucoup de problèmes de communication de cet accident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si l'avion pénètre, voilà ce qui se passe. Donc vous imaginez la catastrophe. Donc ça, c'est une incursion sur piste. Si on le retravaille, donc nous avons travaillé sur tous nos incidents, c'est assez intéressant.
on détecte un problème. On se dit, tiens, ça peut nous arriver. On a un certain nombre d'accidents, d'incidents ou de précurseurs. Et quand on commence à décortiquer nos incidents et nos précurseurs, on est tombé sur ce problème-là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne l'avait pas vraiment identifié. C'est que nous avions souhaité à la compagnie Air France que le commandant de bord soit impliqué dans la partie commerciale du vol. Et qu'il puisse annoncer, ici votre capitaine, qui vous souhaite bonne arrivée à bord, on va décoller à destination de Buenos Aires, après un vol de 14 heures, etc. Blablabla. Mais, quelque part, on lui dit de lui dire cette information ici. En même temps, on lui dit que l'hôtesse rentre dans le cockpit pour lui dire « la cabine est prête, est-ce que vous avez besoin de rien ?» Donc, tout ça, vous imaginez que vous êtes prêt à décoller, vous souhaitez passer un message à la cabine, vous avez une hôtesse ou un steward qui rentre dans la cabine et qui va vous interrompre quelque part, qui va vous dire à quelle heure on arrive, c'est pas une information qui n'est absolument pas utile à la fonction de décollage, et on se retrouve à une interruption de tâche avec tout le risque qui va avec. Et donc, ce qui a été fait suite à l'analyse, alors c'est intéressant, on a un accident, ça ne veut pas nous arriver. On commence à s'intéresser à un certain nombre d'accidents et d'incidents et de précurseurs. De dire, tiens, ça pourrait éventuellement nous arriver. Quand on analyse, on s'est rendu compte que la situation à un moment donné importante, c'est à un moment donné où on va décoller, oui, il y a des interruptions de tâches. Les interruptions de tâches, elles sont faites de plusieurs natures. La tour de contrôle, ça c'est une interruption de tâche autorisée. Donc si la tour de contrôle a quelque chose à vous dire, il faut effectivement que vous soyez en capacité de l'entendre. Par contre, les interruptions de tâches qu'on peut enlever. D'accord ? L'interruption de table, de demander au commandant de bord de passer un message commercial à ce moment-là, c'est pas astucieux de la part de la compagnie. Et d'avoir une hôtesse qui rentre au moment important de phase de décollage, et une action corrective qui a été mise en place suite à cette analyse, alors c'est pas lié directement, l'annonce est faite par le commandant de bord au parking, et n'est plus jamais faite en seuil de piste, d'accord ? Donc c'est très en amont. Et deuxième action corrective qui est extrêmement importante, je ne sais pas si vous appuyez sur le bon bouton. Juste sauter 3 slides d'un coup. Voilà, l'avion, il faut qu'il décolle. Oui, rouler, c'est ça que j'ai pas fait attention. Et donc, ce que nous avons fait depuis cet incident, c'est que nous avons interdiction de contacter le cockpit du début du roulage jusqu'à 10 000 pieds. Alors, c'est bien, pas pour la tour de contrôle, qui elle peut intervenir à tout moment. Par contre, on a rendu le cockpit stérile, c'est-à-dire qu'à un moment où l'avion quitte le parking, et jusqu'au moment où il est à 10 000 mètres d'altitude, à 10 000 pieds d'altitude, sachant que l'avion va monter à 30 000 pieds, c'est-à-dire 3 fois plus haut, mais jusqu'à 10 000 pieds, nous ne rentrons plus dans le cockpit tout personnel commercial, il n'y aura plus d'annonce de fait au niveau commercial, il devrait être consacré à sa tâche. C'est ça qui est intéressant, ce que je veux dire là, c'est qu'on part d'un exemple, on le décortique et on s'estime que oui, l'interruption de tâche, et là je rejoins les deux interventions précédentes, oui, elle est nécessaire, mais il y a des moments dans les phases importantes, et des phases où, attention, il faut limiter les interruptions de tâche, et ça c'est un exemple très clair d'une action collective qui a été mise en place pour éviter les incursions sur piste. Alors, je vais vous passer 2 petits films, si tout va bien. Alors j'ai a priori mis tout ce qui va bien, parce que nous avons filmé à l'hôpital sur 2 problèmes d'interruption de tâche. La difficulté quand on tombe sur ce type d'action, j'insiste 2 minutes, c'est que derrière c'est l'action corrective qui est importante. Je vais comprendre, ok, qu'est-ce qu'on fait? À Tours, c'est un accident de à Tours. Enfin, Tours, c'est pas très. Il ne faut pas téléphoner à Tours, il y en a qui font des bêtises. L'action qui a été décidée par l'équipe, c'est dire, quand on positionne le malade dans le bunker, enfin dans la salle de traitement, nous n'entrons plus déranger la manipulatrice. L'action est très courte, 1 minute, 1 minute et demie. Est-ce que ça peut attendre 1 minute, 1 minute et demie pour accéder à l'action? Même pas 30 secondes, parce que j'imagine qu'il était déjà au milieu de sa tâche. Donc l'action corrective, c'est on n'entre plus dans la salle. Et c'est pourquoi j'insiste un petit peu, parce que la grande difficulté, elle est là. On n'entre plus dans la salle. Lendemain, comment on fait pour plus rentrer dans la salle? Les imbrications, elle est là-dessus. Alors on met, c'est une bonne question, on va le dire. On va le dire, est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûr. Alors on va mettre une affichette sur la porte, c'est ce qu'ils ont fait. Et le premier jour, la chef de service, la médecin, est rentrée dans la salle, et c'est les filles qui ont dit, les pilotes ont dit dehors. Mais la difficulté, elle est là-dessus. Parce que c'est facile de le faire, mais c'est vrai pour tout le monde, y compris pour un chef de service.
Et toute la difficulté des actions correctives à mettre en place dans un établissement, toute l'énergie, elle n'est pas tellement sur les statistiques, sur ça, c'est la difficulté de mettre en œuvre une action corrective simple, qui soit comprise, qui soit efficace, parce qu'il y a aussi des actions correctives qui ne sont pas toujours les bonnes, mais qu'elle soit aussi ensuite mise en œuvre et appliquée par tous. Alors, je vais prendre un deuxième exemple d'interruption de tâche, un autre petit film, que j'ai pu voir de nombreuses fois au blog, mais qu'on a également au cockpit. Comment on gère ce type d'interruption de tâche? Est-ce qu'on peut les supprimer? D'accord. Il y en a d'autres qui sont des fois importantes. Quand un contrôle aérien vous envoie un message, c'est la même chose. Vous êtes au cockpit, vous recevez un message du contrôle aérien. Comment je fais pour gérer l'interruption de tâche? C'est vrai que ce n'est pas si simple. Est-ce qu'on peut la supprimer? Comment on la gère? La notion de retour au poste est quelque chose d'important. Je vais en revenir derrière, sur un autre exemple tout à l'heure. Le retour au poste, c'est j'ai quitté ma tâche, j'ai été téléphoné, et le chirurgien me dit très bien, bon, j'en étais où? Donc il va reprendre conscience de la situation de son intervention et poursuivre. Et cette notion de temps de revenir au poste, de reprendre ses fonctions, c'est là, oui, toutes les techniques d'apprentissage qui sont importantes de développer par rapport à l'interruption de tâche. C'est comment je gère l'interruption de tâche, comment je reviens dans la tâche que j'étais en train de faire. Donc on verra après un petit peu les différentes techniques qu'on peut faire. Mais on ne peut pas tout supprimer. Par contre, c'est une interruption de tâche parasite, le nombre d'interruptions qu'on peut éliminer, je pense qu'il y a pas mal d'interruptions qu'on peut éliminer. Alors, je vais vous montrer également une interruption de tâche intéressante. Je vais juste pousser ça 2 secondes. J'ai interrompu mes slides, alors je vais me repositionner. Ça. J'arrive à retrouver mes slides. Voilà. Alors, je vais faire une bêtise, mais je vais essayer de faire la bêtise. C'est en faisant des bêtises qu'on fait des choses. Parfait, 2 secondes. On va les enlever. Alors, je vais vous montrer une petite interruption de tâche qui est intéressante. C'est le problème du visage. Je vais vous montrer une interruption de tâche. Pas très intéressant. Je vais vous demander si vous mettez tout les mots s'il vous plaît. Je vous ai observé depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va montrer un problème intéressant. Assez vite. On va faire des exercices pratiques. Je vais mélanger le jeu. Voilà, donc on va faire une seconde. C'est tout bon? C'est tout bon. Vous avez mélangé comme vous voulez? Oui. Toutes les cartes sont différentes? Je présume, j'ai pas vérifié. Alors on va vérifier tout de suite. C'est tout bon? Alors. Vous allez couper un jeu où vous voulez. Parfait. Alors, je vais vous expliquer le visage. Quand on regarde le visage, on ne peut pas s'empêcher d'avoir certaines expressions. Vous êtes prêts? Oui. Alors, ça va être très sérieux. Alors, vous allez prendre la carte de la coupe, vous la prenez, vous la regardez, vous la mémorisez. Alors, je vous posez 3 questions. Vous ne bougez pas, attention, le visage impassible. Rouge, noir. Je vous réponds. Non, rien du tout. Rouge, noir. Figure, point. Et je te dis la dame de pique. C'est exact? C'est exact. Alors, c'est l'interruption de tâche. D'accord? C'est un tout plein, c'est complètement farfelu. Si je vais montrer ça, c'est de montrer que c'est très facile. Alors, on fait le jeu, on mélange le jeu. Alors, on mélange le jeu, vous pouvez faire ça ce soir avec n'importe quel de vos enfants. Vous faites couper, et on met la carte comme ça. Et là, on parle du visage. Boum! Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a complètement oublié ça. Et on va prendre la carte de la coupe, et on va dire que c'est celle-ci. Et ça, c'est la première carte du jeu. Ce n'était pas du tout la carte de la coupe. Je l'explique avec une carte rouge. Voilà. Si c'était la première carte du jeu, la carte rouge, on la met dessus. Si je vous dis couper, on
fait ceci, et qu'au lieu de prendre la carte de la coupe, vous allez dire, mais non, c'est celle qui était sur le dessus du jeu. Mais si on fait couper comme ça, on raconte une autre histoire, une tâche dans le déroulement de la séquence, et bingo, on revient, on prend la carte de la coupe, ah oui, c'est celle du milieu, pas du tout, c'est celle qui est dessus. Et là, le cerveau est foutu. Hein. Je vous dire, c'est un exemple pratique pour montrer que l'interruption de tâche, on est tous très sensibles. Attention, quand on est dans une routine, interruption de tâche, on a complètement oublié ce qui s'est passé auparavant. Alors, un autre exemple, je peux pas vous le faire parce que je n'ai pas le matériel qui va bien. Un de mes amis du Rati, il y a quelques années, c'était à Versailles en 1980, faisait un tour de magie, c'était sur scène avec un congrès de magiciens. C'est extraordinaire. Et il faisait des tours très compliqués. Sauf qu'il avait pris une jolie fille qui faisait un striptease juste à côté de lui. Et bien je voulais croire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, d'accord. On ne voyait absolument pas ce qu'il faisait. Donc on a une grosse distraction, et là je rebondis entre la distraction, l'interruption de tâche, l'attention, la vigilance, hein, tout ça, ça se percute, hein, ça se mélange. Et maintenant je vais remettre ça sans essayer de tout casser, à la suite du dessin. Alors, je vais un peu court. C'est celui-ci. Maintenant, on redevient sérieux. Alors, ici, on va reprendre. Et les magiciens utilisent beaucoup d'interruption de tâches. Hein. Ce qu'on appelle les parenthèses d'oubli. Là, vous leur... Je n'aurais pas dû interrompre la présentation. Alors, c'est revenu. C'est revenu. Donc là, j'ai rien fait du tout. C'est marrant. Tu as bougé la slide. La slide avant. Elle est sortie de son cadre. Ah oui, c'est revenu. J'ai appris ça. J'ai dû m'expliquer tout à l'heure, je ne suis pas figé. Alors, revenons maintenant sur le problème de l'interruption de tâches et des choses mal intéressantes. Le TICAS. Tout à l'heure, on a parlé, Mme Tadja a expliqué très très bien le problème des anti-collisions avec les warnings. L'interruption de tâche, quand elle est mal gérée, mal anticipée, peut déboucher sur des incidents d'une autre nature. Dans les avions, on a une anticipation, on est dans sa bulle quand on vole, et il peut toujours y avoir un avion qui rentre dans sa bulle, il peut toujours avoir ce qu'on appelle un risque de collision. Normalement, deux avions ne devraient jamais se rencontrer, un contrôle aérien est là pour ça, et les pilotes ont été formés pour éviter de se retrouver en conflit, donc normalement, on n'a jamais aucune raison de rencontrer un avion qui risque de se percuter. Je rappelle qu'un avion fait pas 1000 km/h, un 900, l'autre il fait 900, et si imaginez que les deux sont face à face, c'est 1800, ça va très vite. Hein, donc les risques de collision, si jamais deux avions ont des trajectoires qui peuvent se percuter, on parle également tout à l'heure également ça a été dit, indirectement, plus on avance, le GPS, on a parlé de GPS, aujourd'hui les systèmes de navigation sont tellement précis que quand deux avions sont sur la même route, ils sont quasiment au même endroit, au mètre près. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a fait des progrès en termes de navigation. Avant, il y a 30 ans ou 40 ans, oui, ils sont sur la même route, mais il y a peu de chances qu'ils se percutent. Aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils se percutent, hein, parce que les systèmes de navigation sont d'une très très grande précision. Donc il y a des deux avions qui risquent de se colliser, on a un système d'anti-collision, et cette anti-collision, c'est quelque part une interruption de tâche pour les pilotes. Vous êtes pilote de ligne, vous êtes installé, tout va bien, l'hôtesse elle vous a ramené votre petit café, etc., blablabla, vous pilotez, et à ce moment-là, il y a une alarme, quelque part, l'avion rentre dans votre périmètre. Et là, ça fait wouh wouh wouh. Voilà, va être émis le sonore. Et il vous apparaît sur la marche, ça fait deux avions, l'un qui va dire à monter, push, pull, et l'autre qui va être push, pousser. Ça, c'est deux réactions qui vont être marquées sur un avion va être appelé à monter et l'autre avion à descendre. Vous êtes dans l'avion, tout va bien, tout va bien. Ouh, ouh, ouh. Et là, push, et là, ou pull, et là, la réaction, c'est assez intéressant. On a eu un accident qui a eu lieu au-dessus de la lac de Constance. Il y a deux avions qui devaient se percuter, et donc ils ont eu l'alarme, un a eu l'alarme et l'autre, il n'y avait pas d'alarme, il y avait le système de contrôle aérien, il y avait une montée. Donc au lieu de percuter comme ça, ils ont percuté en montant, les deux. Donc ça a fait la même chose que le schéma précédent. Quand on a lu ça chez Air France, on a dit ça c'est quand même pas malin, d'accord? Et ça ne peut pas nous arriver. Intéressant, attention, ça ne peut pas nous arriver. Donc on a le système de déclaration des événements.
on a un pilote qui nous a dit, moi j'ai reçu l'alarme à pousser, push, et ma réaction était de tirer. Donc on a dit patate. Bon. Ensuite on revient un peu en arrière, on dit mais ce serait intéressant de faire ce qu'on appelle un zoom, de poser la question à tous les pilotes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir la bonne réaction par rapport à l'alarme? Intéressant, vous avez une alarme. Et bien là on s'est rendu compte qu'il y avait je sais plus, c'est un tiers de nos pilotes dans l'alarme, uniquement dans le cas où il faut tirer, il faut pousser. Quand il faut pousser, la réaction de peur, c'est de tirer. Donc, parce qu'on sait que c'est quand on monte qu'on n'aura pas de souci. Donc là, un tiers, c'est plus zéro, c'est déjà un tiers. Alors on en parle à nos collègues de Lufthansa et de British Airways, et là ils disent, les Anglais, ils disent, ça c'est des histoires de grenouilles, donc nous ça ne peut pas arriver. Et un Allemand, un ordre c'est un ordre. Bon. Mais ils ont fait la même chose des deux côtés, ils ont fait des alarmes, enfin c'est un peu compliqué de se passer par les des vols, et bien dans la même réaction. Donc les chiffres anglais et les chiffres allemands sont les mêmes, et actuellement on est en train de travailler comment on va faire ça. Comment on fait pour... On voit bien que le pilote veut continuer à être maître, alors c'est un peu compliqué parce qu'il va être toujours dans les boucles de pilotage, on ne veut pas que l'avion bouge tout seul, donc c'est un problème, et en même temps on se dit attention, il y a des réflexes, donc des problèmes de survie. Donc là l'interruption de tâche, l'alarme est intéressante, attention comment on gère, c'est une anecdote. Voilà. Alors, l'interruption de tâche positive, hein, donc on l'a dit, oui l'interruption de tâche est également intéressante, hein, quand un commandant, quand un pilote, quand on fait tous, hein, quand vous êtes coincé, vous êtes sur une opération compliquée, mais si on ne vous trouvez pas la solution, faites une interruption de tâche. Ah, donc vous sortez, vous revenez, ah c'est lumineux. J'ai un de mes amis chirurgiens, à Draguignan, quand il est bloqué, il appelle son chirurgien de la salle d'à côté, et rien que le fait d'appeler le chirurgien de la salle d'à côté, son problème est quasiment résolu. C'est rigolo parce qu'il va lui expliquer, et quand il lui explique, bah, la solution, elle lui paraît à ce moment tout à fait évidente. Donc c'est une interruption intéressante, parce que là, c'est tout le problème de la tunnelisation, enfin, c'est un autre problème de l'interruption. Alors, l'interruption de tâche en aéronautique est toujours présente, attention. Hein, le 777 de mai 2014, c'est celui que j'ai recherché hier, je voyais qu'il y avait deux incidents, hein, un oubli de checklist avant atterrissage, un oubli de briefing et checklist avant décollage. Donc atterrissage et décollage. Et dans les deux cas, le premier facteur contributif de ces deux oublis, c'était lié à l'interruption de tâche. Donc l'interruption de tâche, hein, même si c'est un problème hein, qu'on a beaucoup travaillé, c'est toujours un problème qu'on n'a pas réussi à effacer. Hein, l'interruption de tâche, alors pour la synergie PM et PS, entre les gens du sol et les gens du vol, c'était un des grands sujets qui était débattu entre toutes les petites fourmis qui interviennent autour de l'avion. Les camarades du sol vont être fâchés, mais tous les gens qui interviennent tout seul et les deux fourmis chefs hein, qui sont dans le cockpit, hein, on a beaucoup travaillé sur comment on discute, sachant qu'il y a des interruptions qui sont faites par les uns et les autres sans forcément comprendre la tâche de l'autre. Et donc ça c'est intéressant, hein, je pense que l'interruption de tâche est beaucoup plus facile à gérer quand quelqu'un connaît votre job. Donc si on ne connaît pas le job de l'autre, on l'interrompt de manière un peu pas au bon moment. Alors que si on sait un peu ce qu'il est en train de faire, mais non, ce n'est pas le moment. Hein, donc, et ça c'est intéressant, tout ce qui va permettre de mieux comprendre le job de l'autre, et que ce soit vrai du sol vers le pilote, mais du pilote aussi vers le sol. Alors, de nombreuses causes, alors les causes d'interruption, on ne peut pas toutes les supprimer, hein, il y en a beaucoup et c'est compliqué. L'interruption, celui qu'on pense toujours, c'est l'hôtesse. Si je ne parle pas dans votre truc, vous ne pouvez pas enregistrer. Ça va mieux comme ça? Ça va bien comme ça. Je vais faire tirer les oreilles. Interruption de tâche, j'ai oublié le micro. C'est une interruption de tâche en réel. Donc on a l'interruption d'un navigant, enfin, d'un personnel de sol, d'un personnel de cabine dans le cockpit, pose un certain nombre de problèmes. Et on pense que c'est ça l'interruption de tâche. Mais elle est très nombreuse. Il y en a plein d'autres. Communication radio. Vous ne gérez pas les communications radio. Les communications radio, elles arrivent. Donc on a des communications qui vous concernent, qui ne viennent pas forcément au bon moment par rapport à votre tâche que vous êtes en train de dérouler. Hein, donc, on prend les sièges service à la préparation des plans de vol. Ça c'est un sujet qui ne vous intéresse pas trop, mais quand le commandant de bord prépare son dossier de vol, il est fréquent que les gens de la compagnie viennent interrompre le commandant de bord qui est en train de prendre, ou le pilote qui est en train de prendre les données du vol pour recevoir des informations. En fait, je voyage avec ma femme parce que on ne pouvait pas se mettre tous les deux les sièges ensemble, je ne sais pas quoi. Un moment qui n'est pas le bon moment. Hein, donc la stérilisation également de la préparation des plans de vol, de la salle de préparation, a été mise en place au sein de la compagnie. On a retardé la sortie des volières. Ça, c'est plus intéressant. Vous avez une séquence de choses à faire, une do list. Vous faites tout ça. Vous roulez. Sauf que ce jour-là, il y a de la neige, il y a du slush. Et que pour éviter
la contamination des ailes par le slush, c'est cette neige un peu pourrie là, qui est à moitié fondue, etc. Vous dites non, je ne vais pas sortir mes volets tout de suite. Sauf que dans votre séquence, vous allez interrompre une séquence qui est bien cadencée et vous mettrez cette phase-là à faire après. Le risque d'oubli. Parce qu'après, vous ne risquez pas forcément de le retrouver dans la checklist s'il n'avait pas été pensé. Reporter un échange radio pour cause de fréquence encombrée. Imaginez tous les petits pilotes privés du dimanche, quand on apprend à piloter, qu'on est en tour de piste, et que vous voulez passer votre message. Allez à Logne, qui est quand même pas loin, je crois que c'est en région parisienne, et Bron, ça doit être à peu près la même chose un dimanche matin de beau temps. Eh bien, réussir à placer son message, alors qu'il y a tous les petits avions qui veulent annoncer que oui, ils sont en vente arrière, qu'ils souhaitent se positionner, etc. Il faut positionner son message, et en même temps, il faut préparer la machine. Et donc, toutes ces histoires de préparer la machine et à la fois de passer son message au bon moment est un problème compliqué. L'interrompre à un briefing, donc on est en train de faire un briefing où vous programmez le FMS pour répondre à un message ATC. Vous êtes en train de faire quelque chose de compliqué et vous recevez un message ATC où vous avez un écart. L'écart, c'est un message, c'est un peu comme un SMS, ça sort sur une imprimante du cockpit, et à ce moment, il dit tiens, qu'est-ce qui se passe comme information? Vous interrompez une séquence et là, on est en situation difficile. Donc, interrompre une checklist pour enlever le doute, c'est la même chose dans la checklist de la HAS. Quand vous suivez votre checklist qui est une succession de choses déjà faites, et que vous donnez sur une chose qui n'est pas faite, il faut bien la faire. Donc, si vous dites vérification patient, si vous dites allergie non vérifiée, vous dites, bon, on va la vérifier, on va pas continuer le processus. Donc, vous êtes en train de faire la checklist, vous découvrez un écart par rapport à la checklist, vous sortez de la checklist, et ensuite, revenir au niveau de la checklist et au bon endroit. Donc, je veux dire par là, c'est une interruption de tâche, elle est fréquente. Les chiffres qui parlent, c'est les chiffres récents, c'est les chiffres que j'ai récupérés hier soir pour la présentation du jour, c'est qu'un quart des rapports d'accidents comportent une gestion inadaptée des tâches concurrentes. Alors, il y a de moins en moins d'accidents, de moins en moins d'événements, ça c'est clair. Mais attention, ça représente quand même encore aujourd'hui un quart, l'interruption de tâche est concernée dans un quart d'accidents. Et 49%, c'est-à-dire presque la moitié des événements déclarés par les Américains, concernent des erreurs liées aux interruptions de tâches. Donc l'interruption de tâches, c'est un problème compliqué qu'il faut à la fois continuer à accepter, on ne peut pas imaginer de ne pas accepter. Attention, elle génère aussi des risques importants. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est les bonnes pratiques sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bien sûr, les constater, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement? J'en ai pris un certain nombre, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a le cockpit stérile, je vais l'expliquer, donc on ne rentre pas dans le stérile. Ce qu'on a fait à Rennes, j'ai travaillé à un moment donné à l'hôpital de Rennes, dans un service de pédiatrie, mais qui mélangeait à la fois de la néonatalité et de la pédiatrie. Il y a des enfants de 600 grammes jusqu'à des enfants de 60 kg. Donc il y a des écarts pour la fille qui fait la préparation des médicaments, il y a un facteur 100 entre le 600 grammes et les 60 kg. Donc la préparation des médicaments est une phase extrêmement importante, et j'ai utilisé une technique que j'ai lue, mais que vous avez dû également identifier, c'est le gilet jaune. Quand la fille met le gilet jaune, on n'interrompt pas l'infirmière qui fait ses préparations. Mais on ne peut pas mettre le gilet jaune toute la journée. Ça n'aurait aucun sens dans une activité. Je crois qu'il y a des moments donnés de stérilité, il faut juste le trouver au bon endroit et pas le généraliser. Gestion de la charge de travail, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en aéronautique, de façon à bien séparer. L'anticipation. La délégation, ça a été également une bonne pratique, c'est qu'on a délégué au chef de cabine principal sur le long courrier la délégation de l'embarquement. C'est plus du tout le commandant de bord qui lance l'embarquement, mais c'est qui est lui, je crois, est dans une phase de préparation des vols, mais c'est le chef de cabine qui décidera du moment opportun pour lancer l'embarquement sur le long courrier. C'est une des actions qui a été faite pour ne pas distraire, enlever une distraction possible au commandant de bord. C'est la connaissance des contraintes de l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est extrêmement important, quand on travaille à plusieurs, de bien comprendre quand est-ce que je peux le déranger, et donc tout ce qui permet des opérations de type vie ma vie, etc. Je pense qu'une infirmière qui irait voir comment fonctionne la pharmacie, ou une pharmacienne ou un préparateur qui irait voir un peu comment se passe dans les services, c'est de mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et c'est pas les patates du sous-sol qui n'ont pas compris ce que je demande. Donc je pense qu'il est extrêmement important de bien se positionner. Fermer la porte du poste dans certaines phases. Alors, l'analyse statistique pour l'aéronautique montre qu'aujourd'hui, il y a 3 principaux facteurs d'interruption de tâches dans l'aéronautique aujourd'hui. Le premier, c'est tout ce qui est communication. La communication, que ce soit CARS, ATC, échange même entre navigants, la communication reste quelque part un des facteurs principaux d'interruption de tâches au niveau d'un cockpit.
Le deuxième, c'est le travail tête basse. Et ça a été dit tout à l'heure directement avec le GPS. Mais quand on demande au pilote d'avoir une surveillance de son environnement, surtout en plein vol, avec une partie de la sécurité du vol, surtout encore en plus en pilote privé, même pas que pilote privé, c'est la surveillance un petit peu des risques et des menaces qui se passent à la fois dehors et à la fois sur le cockpit. On a inventé le head-up display qui permet à la fois de regarder les écrans et de regarder dehors en même temps. Mais de temps en temps, on a aussi des opérations dites tête basse. Quand on rentre des paramètres, quand on passe un message, quand on est en train de recopier la météo, les informations météo, on quitte quelque part un champ visuel de travail, on quitte cet instant pour aller autre part, quelque part. Et la notion de revenir, ça c'est une interruption de tâche qui est assez bien gérée avec la notion de retour au poste après avoir fait une opération dite tête basse. Et la gestion d'une situation inattendue, ce que j'ai tout à l'heure, c'était l'alarme TICAS, mais il peut y en avoir plein, une alarme, n'importe quelle alarme, vous êtes en train de faire quelque chose de très... Vous déroulez une procédure, tout ça ça va bien, alarme feu à bord, porte bloquée, quelqu'un qui veut rentrer dans votre cockpit, toutes ces gestions d'actions inattendues sont des générateurs de nos trois grandes familles d'interruption de tâches. Alors, je pense que la bonne pratique, c'est résumé très simplement sur ces trois actions. D'abord, je pense qu'il faut la reconnaître. Dire qu'effectivement, là, il y a une interruption de tâche. Pas de dire la refuser, il y a une interruption de tâche qu'on doit gérer. On ne peut pas dire... Bien sûr, quand vous êtes en finale, et ça m'est arrivé lors d'un test pilote, vous êtes en finale, que vous allez vous poser, et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le cockpit pour vous demander à quelle heure on sera au parking, on ne répond pas. Très clair que là, il y a une rupture, c'est pas le moment de me déranger. Le cerveau sait assez bien le faire. Par contre, il y a d'autres moments, oui, l'interruption de tâche est utile. L'interruption de tâche, d'une information, oui, effectivement, là, il faut que j'interrompe. Donc, ça, il faut la reconnaître. Là, il faut marquer une pause et la verbaliser. Je pense qu'il est important, et c'est ce qu'on explique dans toute notre formation au niveau des pilotes, que oui, là, il y a une interruption, et on voit bien d'ailleurs que certains pilotes ont développé des techniques. C'est-à-dire qu'on met, par exemple, si on a oublié de sortir, on est dans une séquence, alors il y a des checklists avec des petits onglets. Alors, on peut aussi cocher. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, si je suis interrompu, on met un coup de trait, on gère l'interruption de tâche, et quand on revient dans la séquence, on voit à peu près où il faut se repositionner, quitte à remonter d'un ou deux crans. Et ensuite, quand on revient après l'interruption de tâche, on est d'abord de restaurer la conscience de situation, mais là c'est tout le cours sur la conscience de situation, c'est comment je mémorise l'ensemble des actions que je dois faire, et ça nécessite un petit peu de technique, qui n'est pas très compliqué, mais c'est un peu le chirurgien que j'avais tout à l'heure, qui dit, bon, j'en étais où, d'accord? Et là il va reprendre quelque part possession un petit peu de son action, de façon à pouvoir poursuivre son intervention. Donc l'interruption de tâche fait partie du quotidien, elle est insidieuse, attention. Connaître les contextes favorables aux interruptions de tâches. Oui, il y a des moments donnés un peu dangereux, il faut bien dire attention, là il y a des zones un peu rouges. Lorsqu'une interruption de tâche survient à la rendre saillante dans notre mémoire par une technique adaptée, c'est tout ce qu'on peut expliquer. Mettre en place des stratégies de retour à la tâche précédente, c'est au moment donné où on revient après l'interruption. Et j'en ai fini et il est à l'heure.